Bienvenue à cette présentation à la frontière floue entre décision et exécution. On va être ensemble 20 minutes et alors on va transposer les difficultés ludiques dans les activités de développement. Vaste programme. Les activités de développement, si on se met d'assez loin, on pourrait se dire que ce serait implémenter des solutions techniques et analyser des bugs. Quand on demande aux devs, on se rend compte que c'est un peu plus que ça. Je ne vais pas vous faire le mur de texte qui est ici, mais ça va quand même assez loin avec beaucoup plus de négociations, d'échanges et de couverture du spectre que ce qu'on peut penser. On voit un beau panel d'activités à gérer. La liste qu'on a vue précédemment, elle a tendance à s'accroître. Et pour apporter de la valeur et se préserver, la gestion de sa charge cognitive, c'est un enjeu important. Alors, je me présente, Olivier Massol. Ça fait un peu plus de 15 ans que je fais du développement. Je suis plutôt spécialiste sur l'écosystème Java. J'ai rejoint Chaudeau Lyon en fin 2024 et je suis actuellement en mission en tant que tech lead chez Groupama. Alors, au-delà de mes 15 ans de dev et d'une difficulté manifeste à sourire devant la caméra, je me définis comme un gamer depuis l'origine des temps. Dans le jeu, la difficulté est délibérée. Elle est catégorisable, ça va nous intéresser pour la suite. Et ce qui va nous intéresser plus que tout, c'est de transposer des éléments qui viennent des difficultés dans le jeu pour apprendre des choses sur nos difficultés de dev. Et en parlant de difficultés dans les jeux, alors on trouve plusieurs catégorisations. Moi, je vais utiliser celle de Night at the Opera, qui est un obscur blog de gamer, mais qui m'a donné envie de faire cette présentation. La catégorisation de difficulté qui est présentée, c'est la difficulté d'exécution, faire des choses tangibles, aller vite, être précis, donc des choses très physiques, et de la difficulté de décision, analyser, comparer, déduire, qui sont des choses plutôt mentales. Dans les sports, dans le jeu, on trouve des exemples purs de ces difficultés. Par exemple, en saut en hauteur, la technique du Fosbury Flop, elle écrase toutes les autres. C'est ça qui est utilisé par les sauteurs en hauteur actuellement. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Et donc le challenge dans le saut en hauteur, la difficulté, c'est de l'exécution pure, c'est de faire un Fosbury Flop le mieux possible. À l'inverse, aux échecs, vous avez peut-être plus d'expérience avec les échecs qu'avec le saut en hauteur, on n'a pas vraiment de difficulté à aller déplacer un pion sur le plateau. Ce qui compte, c'est avoir assez de compréhension, d'analyse et de coups d'avance pour mettre son adversaire échec et mat. Alors la plupart des sports, des jeux, vont avoir un mélange des deux. Pour représenter ces cas nuancés, j'aime bien l'exemple du billard, où on a de l'exécution et de la décision. Parce qu'au billard, on va tirer pour envoyer certaines boules dans les trous, ça demande du doigté, ça demande d'avoir le compas dans l'œil. C'est très physique dans le sens coordination et tactile. Mais il n'y a pas que ça. On va aussi essayer de laisser la table dans une situation moins exploitable pour notre adversaire. Et là, il y a de la stratégie. On va avoir des décisions entre le fait d'avancer notre propre score ou d'entraver ce que notre adversaire essaye de faire. Et là, on note une première chose intéressante. C'est que la maîtrise de l'exécution, elle ouvre la porte sur le challenge décisionnel. Parce que sans assurance de faire le tir qu'on veut, il n'y a pas de stratégie. On peut essayer de prévoir ce qu'on veut pour mettre des points ou bloquer notre adversaire. Si ça part pas comme on veut, c'est KO, on n'avance pas. Donc on peut se demander comment ce changement de niveau s'opère, comment on va plus loin que les galères d'exécution pour vraiment entrer dans le jeu décisionnel. Alors,
Pour ça, je vous propose une représentation de Daniel Kahneman sur les deux systèmes de pensée. Un système 1 qui est rapide, automatique, inconscient. Un système 2 qui est logique, qui est lent. Un système 2 surtout qui est coûteux en termes d'utilisation cognitive. Et alors, l'idée, c'est qu'on va essayer de faire passer le plus possible de choses sur notre système 1 pour se soulager mentalement et du coup pour être sur des modes de fonctionnement automatiques qui vont nous aider à garder cette maîtrise. Et donc, comment faire passer des choses du système 2 vers le système 1 ? Ça tombe bien, dans notre cerveau, il y a un mécanisme inné pour ça, c'est la mémoire procédurale. Alors, on a plusieurs types de mémoire et dans la manière dont les fonctions exécutives sont théorisées par les sciences cognitives, on trouve plusieurs modes de représentation, mais moi j'aime bien la mémoire procédurale de Larry Squire. Cette mémoire procédurale, donc, elle fait partie des différents types de mémoire. Elle agrège une séquence de mouvements ou de réflexions et elle nous permet d'en faire un savoir-faire, une maîtrise. Pour l'utiliser, il va falloir de la répétition et il va falloir du feedback pour contrôler que ce qu'on a appris avec les répétitions, c'est correct. Donc la maîtrise d'une activité, elle vient de notre capacité à faire, via notre système de pensée rapide, les choses. Et ce qui va nous permettre d'activer ce système de pensée rapide sur plusieurs types d'activités, c'est notre mémoire procédurale. Alors, on a vu ça par le prisme des difficultés dans les jeux. Maintenant, je vous ai quand même promis qu'on allait essayer de transposer ça au dev. Et là, on va commencer par un changement de définition. Vous avez parlé de difficultés plutôt physiques, plutôt mentales. Alors, je ne sais pas comment vous vivez votre métier, mais pour moi, la chose la plus physique que je fais dans mon métier, c'est de taper sur mon clavier. C'est pas très très dur en termes d'exécution. L'analogie directe, elle est très très pauvre. Donc, ce que je vous propose quand on vient au dev sur ce changement de définition, c'est de se dire ce qui va être de l'exécution, c'est la mise en œuvre d'un plan, des actions plutôt discrètes au sens restreinte. Alors que tout ce qui va être préparation d'un plan, coordination de plusieurs acteurs, des opérations de grande ampleur, ça va être plutôt de la décision. Et donc, savoir si on va être sur des problèmes d'exécution ou de décision, ça dépend de l'activité, mais ça dépend de notre maîtrise de cette activité. Parce que si c'est une activité pour laquelle on a de la pensée automatique, le plan, il va être déjà dans notre tête, et on va être en train d'être sur de l'exécution. On va donner un exemple. Sur, par exemple, une analyse de bug. A priori, pour analyser un bug, la méthodologie, c'est identifier l'écart entre ce qui est obtenu et ce qui est attendu, et puis ensuite, trouver la cause de cet écart. Normalement, si on reprend la manière dont on a présenté ça, c'est plutôt des activités de logique, c'est plutôt du système 2, et donc, si on veut obtenir de la maîtrise, on va essayer de les faire passer en système 1. Pour ça, plusieurs éléments. La familiarité avec le comportement métier, les habitudes avec les rapports utilisateurs, l'aisance avec les traces applicatives et la maîtrise des composants du système. Tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent de gagner en charge cognitive. Comme ça, on peut préserver notre charge cognitive, mais on peut aussi l'investir, justement, comme dans les jeux, pour aller vers le challenge décisionnel. Si on se dit que dans une majorité des cas, on est en système 2, alors ça va être coûteux en termes d'effort mental et de temps, d'identifier l'écart et d'identifier la cause du problème. La résultante de ça, c'est que on va être rincé et on va probablement patcher à l'arrache. Au contraire, si on identifie l'écart et si on identifie la cause du problème assez rapidement et en ayant du coup un état mental plutôt reposé, ça nous laisse pas mal de ressources
et ça nous permet d'aller vers quelque chose de plus intéressant, remettre en cause le design, par exemple. Une comparaison directe des difficultés de décision et des difficultés d'exécution dans les jeux, dans le dev, c'est assez pauvre. Par contre, via les sciences cognitives, on voit qu'il y a un dénominateur commun sur la maîtrise et les automatismes, et on va s'appuyer sur notre savoir-faire pour allouer notre charge cognitive aux problèmes nouveaux ou complexes. Alors, on a vu une première transposition sur la partie maîtrise et automatisme, et j'aimerais vous parler d'une deuxième. Et là, on va aborder les choses sous l'angle du jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? C'est une activité avec une majorité de participants qui vont incarner un personnage fictif et un participant qui va présenter un monde et des antagonistes intéressants. Le médium du jeu, c'est la conversation. Mais quand il y a une action tangible qui est décidée par un joueur et qui est exécutée par un personnage, eh ben, on va voir si cette action elle est en succès en faisant un jet de dés, en la comparant avec une statistique numérique qui est déjà déterminée. Et alors là-dessus, on est dans une situation avec une rupture complète entre la décision et l'exécution. Le joueur choisit complètement tout pour le personnage, et le personnage fictif, il fait qu'exécuter. Alors, il n'exécute rien, il est fictif, c'est de l'aléatoire et c'est l'interprétation du maître de jeu, mais ce qui est important ici, c'est la rupture. Et l'idée, c'est maintenant d'aller voir quelle analogie ça a dans le développement. Pour qu'une délégation soit réussie, pour qu'elle soit efficace, il faut a priori 3 choses. Il faut un objectif qui soit transmis, qui soit clair. Il faut un contexte qui soit bien expliqué. Et enfin, en fonction de la maturité qu'a notre récipiendaire de la délégation, il faut un détail en termes de tâches. Ça, c'est pas forcé, mais ça dépend effectivement de l'intériorisation déjà des objectifs et du contexte par la personne à qui on délègue un problème. Donc, dans un monde magique, nos interlocuteurs métiers, s'ils voulaient qu'une machine réponde à leurs problèmes, tada, eh ben, ils délégueraient leurs problèmes à la machine. On n'est pas dans ce monde-là, pas encore. Et on va profiter de ne pas être des personnages fictifs de jeux de rôle pour améliorer les chances de succès dans cette délégation. Alors on fait ça comment? Nos interlocuteurs métiers vont nous transmettre des objectifs et du contexte. Comme on n'est pas bridé sur la communication, c'est l'occasion d'avoir des échanges pour les clarifier. Et de notre côté, on va encore déléguer à la machine au moyen de tâches très très détaillées. Et ça, vous le savez, c'est du code. En 2026, on peut se dire que la situation change même et qu'on n'est plus en double, mais en triple délégation. Donc on continue à avoir des objectifs et du contexte qui sont échangés entre nos interlocuteurs métiers et nous. On va avoir un autre contexte qui est à la fois métier et technique dans un échange avec une IA ou un agent. Et là, on a aussi une boucle de feedback, parce qu'on a de la préparation de plan et de la demande de vérification d'exécution. Et enfin, l'IA, c'est elle qui va être en charge de faire ces fameuses tâches très détaillées, donc de la programmation, du code, vers la machine qui finalement va résoudre les problèmes qu'on souhaite. La délégation, elle est au cœur de notre activité de développement. Alors, s'appuyer sur notre savoir-faire, on a vu que ça permettait d'ouvrir le challenge décisionnel, mais du coup, ça permet aussi d'allouer notre charge cognitive aux échanges qui concernent les objectifs et le contexte. Et
Heureusement, on ne délègue pas qu'à des machines. On a également des interactions avec nos pairs. Et moi, celle qui me paraît la plus évidente, c'est dans les situations de montée en compétences ou d'onboarding. Parce que là, ce qu'on souhaite, quand on va transmettre dans une telle situation, c'est finalement que la personne à qui on délègue, bah, non seulement elle résolve le problème, mais également bah, qu'elle utilise sa mémoire procédurale pour acquérir du savoir-faire. Et ça, ben, on a vu, la mémoire procédurale, c'est un mécanisme inné. Et ce qu'on peut faire pour aider à l'activation de ce processus, c'est de l'échafaudage. L'échafaudage, ça va être, par exemple, de spécifier objectifs, contexte et des tâches assez détaillées, en commençant d'abord par des tâches simples en termes de compréhension et d'exécution, puis d'aller vers des tâches plus complexes en termes de compréhension, d'exécution et d'autonomie. Et enfin, l'idée, c'est de plus avoir à faire ces propositions de tâches détaillées afin que, en transmettant de l'objectif et un peu moins de contexte, finalement, on puisse se reposer sur le contexte qui est acquis par la personne à qui on délègue et sur le savoir-faire qu'elle a acquis. On travaille beaucoup avec des machines et du coup, on a tendance à valoriser très fortement tout ce qui est documentation et procédure. Alors, ça reste des outils qui sont importants pour tracer des choses dans le temps et bah, pour persister de la connaissance. Mais sur le fait de permettre à quelqu'un d'apprendre un savoir-faire, il est préférable de capitaliser sur l'acquisition innée, hein, mémoire procédurale, et de la rendre plus aisée via de l'échafaudage. Moi, je vous dis ça, je trouve que c'est plus efficace qu'un RTFM, en effet. Et un petit mot pour finir. Donc la difficulté, enfin une difficulté forte dans le développement, c'est la gestion de notre charge cognitive. Au travail du parallèle avec les jeux, on a vu des pistes pour la gérer. Donc l'acquisition d'automatismes et le soin apporté au cadre de délégation. Je remercie Lioncraft de m'avoir permis de donner mon premier talk en conférence technique. Je remercie aussi les collègues de Shodo qui ont pris le temps de faire les cobayes et de m'aider à cristalliser mon propos et d'y mettre un peu de clarté. Si vous souhaitez me laisser un feedback, vous retrouverez le QR code de Open Feedback de Lioncraft. Si la présentation vous intéresse, si vous voulez retrouver les liens qui sont juste après sur les ressources que j'ai utilisées, vous avez un QR code pour retrouver les slides. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je vais voir si je peux vous répondre. Merci pour le talk, surtout la partie, le fait de lier ça en fait aux difficultés, à ce qu'on recherche dans les jeux, ce qu'on se trouve ludique. Tu prends quand même une approche qui est assez divergente par rapport à Daniel Kahneman, qui lui restreint de ce que j'ai compris l'utilisation du système 1. Il est plus à passer les choses en système 2 pour être davantage conscient des automatismes qu'on a. Est-ce que tu as conscience que tu prends ce contre-pied-là? Alors, pour moi, c'est pas prendre le contre-pied de Daniel Kahneman, c'est l'automatisme vient avec la répétition, et l'idée, c'est de déléguer plutôt des activités de supervision, de contrôle, et finalement de regard critique sur nos propres biais, donc de la métacognition, sur ce que le système 1 nous amène. Donc le système 2 reste présent,
mais l'idée, c'est vraiment de déléguer la partie lourde, automatisme day-to-day au système 1, et bien sûr de garder le système 2 pour l'approche critique, en fait. Ce serait une très belle conclusion à ton talk.